Salut à toutes et à tous, c'est Niki et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 63 de Dragon Ball Super. Chapitre qui a la particularité d'être supposé excellent par certains au point de les faire pleurer ou alors moyen voire surcoté pour les autres. Mais du coup, qu'en est-il dans la réalité? Eh bien on va voir ça tout de suite, générique. Vous commencez sans doute à avoir l'habitude avec moi, je ne doute pas des capacités des chapitres de DBS sur la forme, mais sur le fond. Et si vous avez toujours pas l'habitude de m'entendre dire ça, et ben je sais pas ce que vous attendez pour aller regarder mes anciennes vidéos. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment bien aimé ce chapitre, Mélus remonte grandement dans mon estime et la différence de mise en scène avec les précédents chapitres est frappante. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ce chapitre tente beaucoup plus de choses que ses prédécesseurs sur la forme, ce qui le rend, je trouve, beaucoup plus agréable à lire. Mais je reste toutefois partagé sur les choix qui y ont été faits. Ok, Mélus propose une masterclass et un plan d'exécution bien ficelé dans ce chapitre, ok Goku est le protagoniste donc c'est techniquement à lui de terminer mollo, mais pas ok sur la manière dont c'est fait. Le coup du je me sacrifie c'est mon plan depuis le départ et pouf tu pètes les plombs me paraît trop facile. Surtout si c'est pour atteindre le Migate no Gokui. Encore une fois on s'éloigne de son principe de base, colère égale pas bon. On n'est pas censé parler du stade de Super Saiyan ici et on part même à contre-courant du propos de l'arc Cell dans l'œuvre originale qui privilégie le contrôle de soi à la puissance brute. C'est même implicitement mis en avant dans l'arc Buu. Tout le délire autour du vieux Kaioshin et du potentiel caché c'est pas là pour rien. Concernant les intentions de Mélus et le pourquoi du comment de sa disparition, j'aurais aimé avoir un léger throwback vers les propos du grand prêtre dans le chapitre 55 et au passage un peu plus de solidité et de détails sur le fond du propos. On sait comment ou pourquoi un ange disparaît. S'il enfreint les règles ou plutôt la grande règle, eh bien le grand prêtre doit se charger du sale boulot contre son gré. Alors pourquoi on ne voit rien à ce niveau-là? En termes de développement d'univers et de personnages autour du grand prêtre, c'est vraiment dommage. On ne le voit même pas apparaître ou être mentionné sur une seule case. À la lecture, ça donne vraiment l'impression d'un truc magique régi par des lois cosmiques invisibles. Surtout que la phrase de Goku pour donner le ton de l'enjeu apporte une incohérence sur les lois hiérarchiques de l'univers quand un ange se bat réellement hormis pour un entraînement. Comment ça hormis pour un entraînement? Un combat c'est un combat, un ange a l'interdiction formelle d'influer d'une quelconque manière que ce soit sur le cours des choses. S'il entraîne un personnage random, techniquement il intervient sur le cours des choses. C'est certes là pour expliquer les entraînements avec Whis et Mélus, mais contrairement à Mélus, Whis n'a jamais fermé le poing pour frapper son opposant, preuve qu'il ne combat pas. Donc intervention certes, mais légère, ça peut s'expliquer, ça reste acceptable. Mélus, lui on le voit clairement combattre Goku à point fermé, et sûrement avec ses pouvoirs d'ange, et on n'a pas eu le moindre souci de disparition jusque là. Enfin bref, si la base même des lois de l'univers de DBS n'est pas solide, je vois pas comment le lecteur peut trouver ce même univers crédible. J'aimerais par contre souligner quelque chose qui intervient 2 cases plus tard. Le regard de Goku sur cette case précisément, c'est presque parfaitement stylé. L'intention qui est donnée dans le dessin m'a un peu fait penser à certaines cases de Toriyama. Le truc c'est que ça marche pas aussi bien parce que le personnage a dévolué. Si le personnage avait un mindset et une personnalité plus mature comme dans l'œuvre originale, ça se ressentirait dans le dessin. Or ce n'est pas le cas ici, ou du moins pas complètement. Son expression faciale me pose problème et bien que les lignes de dialogue soient bien choisies, elles ne reflètent pas correctement le personnage. Ce point donne d'ailleurs une bonne leçon aux haters de Goku et ou de Dragon Ball. Indépendamment du niveau de Toyotaro, ce sujet nous montre bien que Sangoku est un personnage plus complexe qu'il n'y paraît et ce malgré ses allures simplistes. Ça se retranscrit parfaitement dans les traits du dessin de Toriyama par ailleurs, il a des allures simplistes et il est pourtant bourré de détails et de complexité. Donc bref, la corrélation me paraît plutôt évidente, très mature, apporte majoritairement personnage mature. Malgré tout et en revenant légèrement en arrière, le début du combat Mélus versus Molo est vraiment stylé. C'est dynamique, les planches et les cases s'enchaînent plutôt bien et certains moves de Mélus sont vraiment classe. Qu'on aime ou non le personnage, ça force le respect. Dommage toutefois qu'on perde cet aspect sur la seconde partie du combat. Molo reprend vite l'avantage mais ne brille pas autant que dans les précédents chapitres. Cette seconde partie est là uniquement pour faire transition avec l'arrivée de Goku. Concernant Bilus, le personnage est littéralement inutile, autant qu'une plante de décoration. L'utilisation du personnage se justifie uniquement par le fait que Whis ait besoin d'une personne avec qui parler pour pouvoir caler ses lignes de dialogue et ainsi jouer sur le rythme. Le problème c'est que Bilus est censé être un personnage important. Toriyama pourrait faire ça avec un Kaioshin, un Kibito par exemple, et ça fonctionnerait puisque c'est Kaioshin, donc le personnage important, qui enverrait les lignes de dialogue, pas l'inverse. Bref, c'est pas spécialement un problème en soi, c'est juste perturbant. Ça a au moins le mérite d'être neuf et original dans l'exécution. Le gros du chapitre se situe quelques pages plus tard, et cette fois-ci, tout comme Mélus et à travers ce même personnage, c'est Toyotaro qui force le respect. Le discours sur la justice pendant qu'il combat Molo est non seulement admirable et cohérent, mais en plus bien exécuté. Toutes ces belles cases doublées à son flashback avec Goku rend la mise en scène vraiment magnifique. Son ultime assaut a non seulement une utilité contre Molo puisqu'elle scelle ses capacités, mais il offre en plus une belle mort digne du personnage. Franchement, chapeau bas. Les derniers souhaits du personnage résonnent à travers Goku, le choc émotionnel est logique et côté lecteur, ça fonctionne parfaitement bien également. Cet ultime sacrifice peut effectivement faire penser à la mort de C16 avec Gohan. Dans l'idée, c'est à peu près la même chose, mais heureusement, ça s'en dissocie grandement dans le propos et l'exécution. Dans la forme, cette mise en scène est une masterclass, mais dans le fond, au risque de gâcher ce grand moment, je remarque une facilité scénaristique ici.
Premièrement, pourquoi Mélus pense pouvoir faire vibrer cette dernière impulsion dont il parle en disparaissant cette fois-ci bien précisément, alors que sur tous ses premiers combats avec Molo ou d'autres personnages, il n'est jamais disparu jusque-là. Ça pourrait trouver son explication dans le fait que cette fois-ci, il utilise ses pouvoirs d'ange comme précisé par Bilus. Mais ça n'expliquerait pas toutes les fois précédentes où il a forcément dû, à un moment ou à un autre, utiliser ses mêmes pouvoirs d'ange. Surtout que Molo lui-même a remarqué qu'il avait des pouvoirs divins, preuve qu'il a forcément dû les utiliser précédemment. Donc manque d'explication ou facilité scénaristique, le débat reste ouvert. Par contre, concernant sa mort, c'est autre chose. Pour qu'un personnage veuille se sacrifier, il faut que ça remplisse un objectif, que ça ait une finalité. Et ou avec ça, que celui-ci soit au bord du précipice. Sinon, le personnage n'a aucune raison de se sacrifier, il est pas suicidaire de base. Le cas de C16 ne serait pas un bon exemple si vous vous posez la question. C'est très bien exécuté, il est au bord du précipice certes, mais le personnage ne se doute pas qu'il va être tué. Il fait dos à Cell et souhaite simplement partager le fond de sa pensée avec Gohan pour le raisonner. La beauté de son discours rend d'ailleurs sa mort encore plus marquante, autant pour le lecteur que pour Gohan, rendant ainsi son choc émotionnel logique. Dans le cas de Mélus, c'est complètement différent. Le personnage a clairement l'intention de se sacrifier et ce sacrifice porte bien une finalité, c'est-à-dire le passage de Goku au Migate no Gokui afin de vaincre Molo. Le truc, c'est que le personnage n'est absolument pas au pied du mur. Il est censé être plutôt intelligent. Ok, son discours fait sens, ok, ça crée une très belle scène, ok, le choc émotionnel est logique, mais non, ces raisons ne me semblent pas tout ce qu'il y a de plus viable. Le personnage kiffe sa vie, ce qu'il fait, ce qu'il a découvert, il aurait donc pu trouver une dizaine d'autres solutions avant celle-ci. Mais on n'y voit rien. Dans le fond, j'ai surtout l'impression que Mélus doit mourir pour donner une raison à Goku de passer au Migate no Gokui maîtrisé. Sinon, il n'aurait aucune autre raison de le faire. Dans le cas de C16, c'était pas une raison, mais une conséquence. Il ne savait pas que Gohan pouvait passer en SSJ2. J'ajouterais d'ailleurs que la mort de C16 est marquante en opposition à l'acte brutal de Cell et la nature douce du personnage elle-même en opposition de base avec son caractère design. Mélus, quant à lui, sa mort est marquante uniquement à cause de son sacrifice. Bref, c'est beau, j'adore l'idée, mais l'exécution ne me paraît pas aussi bonne et dans tous les cas, la comparaison avec C16 n'est pas possible. Il est d'ailleurs dommage que tout ce qui intervient dans ce chapitre n'ait jamais été ne serait-ce que mentionné par le passé dans les précédents chapitres. On n'approfondit pas une relation entre deux personnages quand ça nous arrange pour le scénario au dernier moment, ça doit venir au fur et à mesure de l'avancée du scénario justement. Mais bref, pour finir sur une note plus positive, la case finale avec Goku de dos est vraiment stylée et transporte une sorte de vibe Super Saiyan Arc Namek avec elle. La légère aura et les teintes plus sombres qui l'entourent accentuent la scène, ce qui fait une deuxième case presque parfaite transpirant ce qu'aurait pu faire Toriyama. Goku fait clairement une meilleure prestation que d'habitude, mais n'est toujours pas à son pic par rapport à Dragon Ball. Là, on est clairement pas sur un 10 sur 10. Je suis pas spécialement choqué que certaines personnes pensent que Toriyama soit réapparu spécifiquement pour ce chapitre. Spoiler, c'est pas du tout le cas. Vous n'avez absolument aucune preuve qu'il ne soit pas là depuis le début. Ce que vous avez kiffé, c'est du Toyotaro appuyé par Toriyama, comme depuis le début du manga DBS jusqu'à preuve du contraire. Il y a une sorte d'hypocrisie latente qui intervient chez les fans dès qu'ils apprécient un chapitre de DBS. Ils vont se sentir obligés de jouer la carte c'est du Toriyama, alors que pas du tout. Va falloir un jour assumer que vous détestez Toyotaro ou alors que vous êtes apte à aimer ce qu'il fait et donc il peut lui arriver de faire des bonnes choses, en sachant que vos critiques sont la plupart du temps aussi viables que des lampadaires en plein jour. À côté de ça, je regrette que ce chapitre contraste beaucoup trop avec les précédents au niveau de la mise en scène et de l'écriture. Ça confirme simplement le fait que les précédents chapitres méritaient plus de développement comme souligné dans mes précédentes reviews. C'est dommage de lâcher un aussi gros écart ici après avoir légèrement bâclé certaines choses plus tôt. Surtout qu'au final, ça s'en ressent grandement sur les votes. C'est legit la première fois depuis le début de DBS que je vois des votes autant tirés vers le moyen bon. Preuve que les gens sont très départagés. Mais est-ce que ça aurait été le cas si le rendu avait été homogène? Je suis pas certain. Bref, ce chapitre n'était clairement pas aussi excellent que certains peuvent le dire ou aussi surcoté que certains peuvent le crier, surtout sur le fond. Et il confirme ce que je disais dans mes précédentes reviews d'ailleurs. De ce fait, je serais plutôt d'accord avec le reste de ma communauté. Ce chapitre était moyen. Je suis d'ailleurs très fier de vous parce que vos votes ont tiré vers le juste selon moi. Je sais pas si c'est par l'influence de mes reviews mensuelles, mais en tout cas, bien joué à vous les bros. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.